Dans l'exploitation de son vaste réseau de transport, Hydro-Québec doit tenir compte des forces de la nature. Et l'on doit admettre qu'à plus ou moins long terme, les éléments sont une source de problèmes. Leurs effets sont parfois très impressionnants. Au cours des 10 dernières années, par exemple, le givre et le verglas ont entraîné à 2 reprises l'effondrement de pylônes. La forte probabilité de tornades dans le nord du Québec a obligé l'entreprise à modifier le tracé des lignes de la baie James. De plus, les glissements de terrain dans Charlevoix en 1973 ont causé des dommages importants aux lignes de transport. D'autres phénomènes ont des effets moins évidents ou moins immédiats. Le vent, par exemple, imprime aux conducteurs des oscillations à grande amplitude et faible fréquence, ou de petites vibrations très rapides. Chaque type de mouvement a ses caractéristiques propres qui dépendent des vents qui prévalent à cet endroit. Habituellement, les oscillations des conducteurs n'endommagent pas immédiatement les lignes, mais elles causent tôt ou tard des problèmes coûteux et complexes. L'un de ces problèmes est la fatigue des conducteurs au point d'attache des entretoises et la détérioration subséquente de ces dernières. L'entreprise doit sans cesse inspecter les lignes, réparer les conducteurs ou remplacer les entretoises, et ce dans des conditions qui sont souvent difficiles pour les monteurs. Cette usure compromet parfois la fiabilité du réseau. L'endommagement dû à la fatigue des conducteurs est un risque constant. Il se produit lentement, à une échelle microscopique, et peut avoir déjà affecté tout un tronçon de ligne quand il est découvert. Hydro-Québec a entrepris une étude en profondeur des vibrations des conducteurs en raison de l'étendue de son réseau de transport, des conditions climatiques sévères et de l'action incessante du vent sur les lignes. Parmi les 4 principaux types de vibrations, les vibrations éoliennes sont les plus connues. Elles sont causées par des tourbillons qui se détachent des conducteurs et qui produisent une force perpendiculaire à l'écoulement de l'air. Il s'ensuit des vibrations verticales dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse du vent. Les fortes vibrations éoliennes ont des fréquences entre 4 et 30 Hz et des longueurs d'onde variant entre 30 et 4 mètres. Les faisceaux de conducteurs sont aussi sujets à ces vibrations, mais à un degré moindre que les conducteurs simples. Les endroits à découvert balayés par des vents faibles, tels les traversées de rivières et les terres agricoles, sont les plus exposés. Le galop des conducteurs est un type de vibration très spectaculaire. Il se produit en particulier dans les régions où la température est souvent près du point de congélation. Les conducteurs se recouvrent alors de glace, que le vent façonne en forme d'aileron, ce qui leur confère une instabilité aérodynamique même en présence de vent modéré. Ils flottent littéralement, et l'amplitude de leur mouvement est très grande. Il y a généralement d'1 à 3 demi-longueurs d'onde par portée, et les fréquences atteignent quelques dixièmes de cycle par seconde. L'amplitude du mouvement au milieu de la portée peut atteindre 10 mètres. Les faisceaux sont aussi sensibles au galop que les conducteurs simples, sinon davantage. D'autre part, les oscillations sous l'effet de sillage ne se produisent que sur les faisceaux. Si l'un des conducteurs se trouve dans le sillage d'un autre, le conducteur sous le vent est soumis à une force de traînée réduite, ainsi qu'à une portance agissant vers le centre du sillage. Il peut en résulter une instabilité qui prend la forme d'un mouvement elliptique.
Le conducteur au vent est entraîné lui aussi, car il est relié mécaniquement au conducteur sous le vent. Les oscillations sous l'effet de sillage les plus fréquentes sont les oscillations en sous-portée. À chaque sous-portée correspond généralement une demi-longueur d'onde. Les conducteurs au vent et sous le vent oscillent en opposition de phase et sont animés par un mouvement elliptique d'1 à 2 cycles par seconde. Ce mouvement est parfois si violent qu'il arrive que les conducteurs s'entrechoquent. Quelquefois, il se produit un déplacement horizontal de tout le faisceau que l'on appelle serpentement. L'écartement entre les conducteurs du faisceau reste alors à peu près le même. En général, le serpentement est caractérisé par un mouvement de quelques demi-longueurs d'onde par portée et dont l'amplitude ne dépasse pas 1 mètre. Le serpentement est souvent accompagné d'un troisième type d'oscillation sous l'effet de sillage, le roulis. Le faisceau tourne alors autour de son axe à la manière d'une berceuse. L'amplitude du mouvement peut atteindre 30 degrés. Toutes ces oscillations se produisent en présence de vents modérés, surtout en terrain plat et découvert. Les vibrations sous la pluie, fréquentes mais peu connues, ont été identifiées il y a quelques années par les chercheurs de l'IREC. Elles sont probablement causées par la présence d'eau à la surface des conducteurs. Il en résulte une asymétrie du profil des conducteurs qui deviennent instables lorsqu'ils sont exposés au vent. Le profil change constamment et les vibrations qui en résultent donnent aux conducteurs une trajectoire extrêmement complexe et irrégulière. Les vibrations sous la pluie sont semblables aux vibrations éoliennes, mais elles se produisent seulement en présence de vents modérés ou forts. En 1972, au moment où furent lancés les projets de ligne pour le transport de l'électricité de la baie James vers le sud du Québec, les ingénieurs d'Hydro-Québec se sont joints aux chercheurs de l'IREC pour étudier les vibrations dues au vent et leurs effets, ainsi que les moyens de les contrer. Ils s'attardèrent surtout à l'étude des entretoises, dispositif indispensable pour la protection des lignes contre les vibrations. Le travail en laboratoire visait à définir les propriétés d'amortissement des conducteurs et du matériel de ligne. Un banc d'essai intérieur de 60 mètres a été utilisé pour tendre différents types de conducteurs. L'essai consistait à provoquer la résonance du conducteur et à mesurer l'énergie nécessaire pour l'entretenir. Des essais en soufflerie ont été exécutés pendant 2 ans dans les laboratoires d'aérodynamique basse vitesse du Conseil national de recherche du Canada à Ottawa. Au cours d'une première série d'essais statiques, on a mesuré la portance et la force de traînée que subissent les faisceaux de 4, de 6 et de 8 conducteurs. D'autres essais ont été menés sur des modèles réduits pour observer les conditions de stabilité aéroélastique. On voulait déterminer l'influence de l'écartement des sous-conducteurs, de l'angle d'incidence du vent sur le faisceau et de la rigidité de la suspension du conducteur sous le vent. Des études analytiques sont toujours en cours. Elles visent à calculer le comportement dynamique des faisceaux soumis à l'action du vent. En plus de ces laboratoires et de ces installations de traitement informatique, Hydro-Québec possède une ligne expérimentale aux îles de la Madeleine, dans le golfe du Saint-Laurent. L'endroit a été choisi en raison des vents persistants qui y soufflent. La ligne mesure 1,6 km et elle est formée de 3 portées en suspension de longueurs différentes. Des mécanismes permettent de mettre les conducteurs en flèche, d'installer des entretoises et d'incliner les faisceaux aux suspensions. On y trouve enfin une multitude d'instruments pour mesurer, enregistrer et observer les mouvements des conducteurs
et les conditions atmosphériques. Depuis avril 1973, de nombreuses études et des essais variés ont été effectués sur la ligne expérimentale sur des faisceaux comportant 2, 3, 4, 6 et 12 conducteurs. Par exemple, on a cherché à déterminer comment l'inclinaison du faisceau et l'écartement des sous-conducteurs influent sur les oscillations en sous-portée. On a étudié l'efficacité d'entretoises et d'amortisseurs commercialisés face aux vibrations dues au vent. On a analysé le comportement des entretoises en fonction de leur disposition, ainsi que des facteurs de rigidité et d'amortissement. À cause des difficultés éprouvées avec les entretoises classiques, les ingénieurs et les chercheurs d'Hydro-Québec souhaitaient mettre au point un dispositif plus efficace qui réduirait les vibrations et minimiserait les risques de dommages aux conducteurs. De fait, lorsque vint le moment de planifier les lignes de transport de la baie James en 1975, Hydro-Québec prit la décision de concevoir un nouveau type d'entretoise en mettant à profit son expérience avec ses 5000 km de lignes, ainsi qu'avec ses travaux de recherche. Des études de comportement avaient déjà permis de déterminer les caractéristiques de base de l'entretoise pour les différents types de vibrations. Pour les vibrations éoliennes, par exemple, la masse, la rigidité et l'amortissement sont importants, tandis que pour les oscillations en sous-portée, la rigidité et l'emplacement de l'entretoise importent davantage. Le coût élevé du remplacement des entretoises sur une ligne en service a mis en évidence le facteur durée de vie des entretoises. Comme le caoutchouc semblait le meilleur matériau permettant d'obtenir un joint flexible et un bon amortissement, on a dû d'abord optimiser son utilisation. Dans la conception, les cylindres en caoutchouc sont placés à l'intérieur d'une cavité dans chaque bras de l'entretoise. Lorsqu'un bras se déplace, les cylindres sont comprimés sur un pivot central cruciforme, assurant ainsi des forces de rappel et d'amortissement. La forme du pivot augmente la composante de compression des cylindres et maintient ces derniers en place. La distance entre l'axe du pivot et celui du conducteur réduit la contrainte dans le caoutchouc. Des butées mécaniques limitent le mouvement des bras. On voit ici comment on empêche le bras de glisser de côté tout en conservant une bonne flexibilité au point d'attache au conducteur. Il a ensuite fallu déterminer la meilleure façon de fixer l'entretoise au conducteur. Plusieurs dispositifs métal sur métal utilisés dans le passé avaient montré une sensibilité au fluage des conducteurs. Ils comportaient aussi le risque d'un serrage déficient. Il va sans dire que certains d'entre eux s'étaient révélés très onéreux au cours des années. Des coussinets de caoutchouc ont donc été placés entre le conducteur et son logement dans le bras de l'entretoise, et des tiges d'armure ont été enroulées autour du conducteur et du logement. Le risque d'erreur d'installation étant ainsi réduit, le serrage devenait permanent et les conducteurs étaient protégés. Une fois la conception terminée, on a pu entreprendre les essais d'homologation. Le premier essai a porté sur la rigidité de différents caoutchoucs soumis à une vaste gamme de températures en vue de choisir le matériau approprié et de fixer les dimensions optimales de la nouvelle articulation. On devait aussi vérifier la durabilité du matériau et sa capacité de supporter des fluctuations répétées de contraintes. Un banc d'essai a alors été installé pour évaluer l'endurance des différents caoutchoucs. Il comportait 12 positions qui permettaient d'étudier simultanément et de comparer 6 nouvelles articulations et 6 articulations de référence. Les cylindres de silicone utilisés dans les nouvelles articulations ont vite présenté des signes évidents de fatigue, alors que les cylindres de caoutchouc ont supporté sans dommage significatif 30 millions de cycles de contrainte. Bien avant la fin de cet essai, les articulations de référence avaient été complètement détruites. Ces essais ont été repris dans une chambre à atmosphère contrôlée à -50 degrés Celsius.
La détérioration se produisant beaucoup plus lentement à basse température, on s'arrêta après 12 millions de cycles. Un autre banc d'essai a servi à mesurer les caractéristiques dynamiques de la nouvelle articulation. Cette dernière a été soumise à des vibrations dont la fréquence variait entre 10 et 30 cycles par seconde et qui étaient produites par un moteur à vitesse variable et par un système bielle-manivelle. En mesurant la force transmise au bras et sa phase par rapport au mouvement, on a pu calculer la rigidité et la capacité d'amortissement de l'articulation. Les essais les plus concluants ont été exécutés sur la ligne expérimentale des îles de la Madeleine. Des entretoises de référence ont été installées sur l'un des faisceaux de 4 conducteurs dans chacune des 3 portées. Au même moment, des prototypes de la nouvelle entretoise étaient placés sur un autre faisceau suivant une disposition identique à celle des premières. Les prototypes avaient été fabriqués de façon à étudier 4 combinaisons des paramètres masse-rigidité. À la suite de 4 mois d'essais, il a été prouvé qu'après avoir choisi correctement la masse et la rigidité, les prototypes sont nettement plus efficaces que leurs équivalents commercialisés pour réduire les vibrations éoliennes et les oscillations en sous-portée. Les résultats des essais ont encouragé les ingénieurs à passer à la mise au point du modèle de pré-série. Il a été soumis à des forces de compression et de traction diagonale, ainsi qu'à des efforts longitudinaux. Les essais se sont poursuivis jusqu'au point de rupture. On a de plus fait des essais afin de s'assurer que le dispositif d'attache empêcherait les conducteurs de glisser ou de tourner. Un échantillon de la nouvelle entretoise a été installé sur un faisceau afin de vérifier sa résistance dans des conditions de court-circuit. Au cours de ces essais, des courants atteignant 44 000 ampères efficaces, soit 120 000 ampères crête, ont été appliqués pour des périodes pouvant atteindre 1 seconde. L'impulsion a parfois été répétée, ce qui a ainsi augmenté sensiblement la charge électromagnétique. Des échantillons du modèle de pré-série ont été envoyés aux îles de la Madeleine pour d'autres essais d'homologation. Les résultats démontrent que leur comportement est équivalent à celui du prototype de même rigidité. La nouvelle entretoise est une réalisation d'Hydro-Québec et constitue une des mesures que l'entreprise a adoptées pour maîtriser les effets du vent sur les lignes de transport. Plus la distance entre les lieux de production et de distribution s'accroît, plus la longueur des lignes augmente et par le fait même les risques de dommages causés par les forces de la nature. La nouvelle entretoise devrait contribuer à réduire ces risques et à accroître ainsi la fiabilité du réseau. Les entretoises sont actuellement en voie d'installation sur les lignes de la baie James depuis la fin de 1979. Yeah.